bonsoir à toutes et à tous. On revient donc ce soir sur cette dernière décision annoncée par le ministère du Commerce et de la Promotion des Exportations concernant les légumes secs et le riz. Il a été décidé de confier l'exclusivité de l'importation des légumes secs et du riz à l'Office algérien interprofessionnel des céréales et l'interdiction de leur importation par d'autres opérateurs, et ce que ce soit pour la revente en l'état ou pour usage propre, dans une note diffusée par l'Association des banques et des établissements financiers, l'ABEF. L'importation du riz et des légumes secs qui était ouverte à la concurrence devient désormais une exclusivité de l'OAIC. Quel est le but de cette mesure? Avoir un contrôle sur les prix, sur la qualité? Est-elle mise en place pour encourager la production locale? Ne va-t-elle pas à l'encontre de l'économie de marché? On posera toutes ces questions à nos invités. Pour notre deuxième thématique, le déballage des scandales de corruption visant le Maroc se poursuit et semble parti pour ne pas s'arrêter de sitôt. Ces derniers mois, on a assisté à une cascade de scandales impliquant le Maroc, espionnage des téléphones portables d'opposants marocains et de personnalités étrangères dont des chefs d'État, corruption d'eurodéputés, de cybercriminalité et d'atteinte aux droits de l'homme. La dernière affaire en date remonte à une dizaine de jours. Un journaliste soupçonné de servir la propagande du Marzen a été suspendu par la direction de d'une chaîne française d'information en continu. Sur le front interne, les contestations se poursuivent. On en parlera à la fin de cette émission. Mais tout d'abord, je vous propose d'accueillir notre premier plateau. Nous accueillons Monsieur Miloud Tria. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargé d'études et de synthèse au ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Merci d'être sur ce plateau, Monsieur Tria. Nous avons également avec nous Monsieur Sami Khouli. Bonsoir. Vous êtes directeur général de la régulation et de l'organisation des marchés au ministère du Commerce et de la Promotion des Exportations. Bonsoir monsieur, je ne me trompe pas dans votre intitulé? Non, pas du tout. Très bien, bonsoir. merci, bonsoir, merci d'être avec nous. Nous avons bien sûr avec nous Mohamed Achir, notre consultant de Canal Algérie pour les questions économiques. Alors, donc, on revient sur cette dernière décision annoncée, donc, comme je vous le disais, par une note de l'ABEF, une décision qui donne l'exclusivité des importations des légumes secs et du riz à l'OAIC. Tout d'abord, on va essayer de comprendre pourquoi cette mesure a été prise. Je vous propose d'écouter cette déclaration du ministre du Commerce, M. Kamel Rizk. Cette décision n'a pas été prise en 2023, elle a été prise par les hautes autorités du pays l'année dernière. Nous avons commencé à l'appliquer en deux étapes. L'année dernière, il était question de la première étape relative à l'exclusivité de l'importation des légumes secs par l'Office par le biais du procédé connu sous le nom de l'achat pour la vente. Le citoyen a pu constater que suite à cela, l'OAIC a acquis une certaine expérience en matière d'importation de légumes secs, en matière de vente en l'état, et par conséquent, n'importe quel commerçant de gros ou de détail peut se diriger vers l'office pour acheter sa marchandise et ensuite la revendre. Ça, c'était l'année dernière car le gouvernement avait décidé d'appliquer la mesure d'exclusivité progressivement. Concernant la deuxième étape relative à l'octroi de l'exclusivité de l'importation des légumes secs à l'OAIC pour la vente aux industriels appliquée en 2023, c'est, comme vous le savez, une expérience pilote pour ce qui est du blé qui était importé de manière anarchique par plusieurs opérateurs. Le gouvernement a donc décidé d'accorder l'exclusivité à l'Office et je tiens à en expliquer les raisons. D'abord, les agriculteurs ont enregistré une production abondante en matière de légumes secs, notamment les pois chiches et les lentilles. L'anarchie dans l'importation de ces produits a tué la production nationale. Le premier objectif est donc l'encouragement de la production nationale et sa protection. En deuxième lieu, le gouvernement, et après la tenue du Conseil des ministres, a valorisé cette filière en augmentant les superficies consacrées à ces cultures et a revu à la hausse les prix d'achat de ces produits achetés directement chez l'agriculteur, ce qui a encouragé ces derniers à augmenter leur production. Cette mesure vise également à rassurer les consommateurs, car il ne faut pas oublier que ces légumes secs entrent dans le cadre de la sécurité alimentaire. Voilà, donc dans cette réponse, on retrouve le comment et le pourquoi de cette décision. Alors aujourd'hui, messieurs, cette mesure de régulation vient donc pour répondre à un dysfonctionnement. C'est bien de cela dont il s'agit, Monsieur Khouli. Je vous donne la parole en premier. Oui, merci pour l'invitation. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les objectifs sont multiples à travers cette décision. Les pouvoirs publics, comme ça a été dit au début de l'émission, cette décision a été prise déjà l'année dernière, où l'exclusivité de l'importation a été donnée à l'OAIC. Il faut rappeler que l'OAIC, c'est le premier office en tant qu'entreprise publique qui a vu le jour après l'indépendance. Avec cette expérience, il pourra bien sûr faire face à toutes les contraintes, à tous les dysfonctionnements qu'on peut imaginer en la matière. L'OAIC, pour le rappeler, aussi a eu cette exclusivité pour l'importation du blé dur et du blé tendre.
et nous n'avons connu aucun problème puisque les professionnels ont adhéré à cette démarche. Aujourd'hui, ils reçoivent leur quota. Nous n'avons pas de problème notable en termes d'approvisionnement en semoule, en farine et en pâtes alimentaires. Bien sûr, nous avons apporté quelques correctifs en cours de route, tel que le prix des pâtes qui a été maîtrisé par la suite, parce qu'au début, peut-être que certains importateurs ou certains minotiers ou fabricants de pâtes avaient un stock qu'il fallait écouler, mais par la suite, le plus commun des mortels peut vérifier sur le marché qu'il n'y a pas eu de manque ni de tension sur ce type de produit. Cette démarche a été reprise pour les légumes secs. Pour l'année dernière, l'OIC s'est occupé d'importer des quantités pour la revente en l'état, pour qu'il n'y ait pas de tension ni de manque sur le marché, quel que soit le produit légumes secs, c'est-à-dire lentilles, haricots, pois chiches, comme on appelle pois cassés ou riz. Et là aussi, nous avons une abondance de produits sur le marché, ce qui est offert. L'expérience de l'OIC, c'est aussi les achats qu'elle effectue avec un cahier des charges, c'est-à-dire avec des conditions, c'est des conditions draconiennes. Il y a un comité d'achat multisectoriel, il y a un référentiel qui est la norme, et tout dépend bien sûr du pays vers lequel on va acheter. Nous avons entendu ici et là aussi que le prix d'achat est élevé. Non, l'OIC a acheté des produits de qualité, et il y a un bon rapport qualité-prix par rapport à ce qui a été acquis jusqu'à maintenant. Est-ce qu'aujourd'hui, vous parlez de l'OAIC qui est en charge donc de l'exclusivité également des céréales, qui va prendre également l'exclusivité d'importation des légumes secs et du riz. Est-ce que ce n'est pas une charge supplémentaire pour l'OAIC? A-t-elle les moyens, la logistique qu'il faut derrière? L'expérience aussi, il faut être offensif sur les marchés. Est-ce qu'aujourd'hui, l'OAIC est capable d'assumer tout cela? Merci pour la question. Donc, pour l'OIC, c'est un office qui a vraiment l'expérience dans la régulation, beaucoup plus, soit dans la collecte de la protection nationale et l'importation. L'office, il a plus de 146 points ou centres de proximité pour commercialiser ou pour stocker. Nous avons une capacité pour le stockage, nous avons créé des unités de conditionnement, vraiment d'un emballage de qualité. L'office, il a toutes les ressources vraiment humaines. On a les capacités de stockage. Déjà pour les céréales, je pense que ça a nécessité une opération de grande envergure pour les stockages. On a peut-être même dû faire appel à des privés. Est-ce qu'il n'aurait pas été plus intéressant peut-être de voir plusieurs organismes étatiques ou même privés pour s'occuper de cette opération et ne pas tout mettre sur le dos de l'OAIC. Pour la distribution et la commercialisation, il n'y a aucun problème. Nous avons un réseau. Le réseau traditionnel, le réseau classique, que ce soit les commerçants privés ou publics, parce que nous avons des groupes aussi qui vont s'occuper de la distribution de ce produit. L'OAIC, déjà, il y a un conditionnement qui a été fait. Monsieur Collier, en termes de stockage, c'est des stockages très spécifiques aujourd'hui qu'il faut. Est-ce que nous avons toute cette logistique? Est-ce que l'OAIC a toute cette logistique derrière et peut se le permettre? Oui, bien sûr. Il est capable. Il a fait ça dans le passé. Il a été chargé d'importation de légumes secs dans le passé. Il a assuré la mission. Donc, on ne peut pas comparer les légumes secs par rapport aux céréales en termes, c'est-à-dire de quantité. On n'importe pas vraiment de grandes quantités par rapport aux céréales. Combien? C'est-à-dire pour les légumes secs, surtout les lentilles et les pois chiches, c'est environ 1 million de quintaux, 1,2 million, quelque chose comme ça. C'est à peu près 350 tonnes. 350 000 tonnes, oui. Voilà. Pour ce qui est des besoins, si on revient au commerce traditionnel, que ce soit les privés ou le public, parce que l'OIC le faisait déjà. L'OIC importait des légumes secs pour des besoins bien précis, pour les collectivités. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a un cahier des charges, des normes, il y a un niveau de qualité où on ne peut pas descendre de ce niveau
Et pour ça, l'OIC a bien fait des choses puisqu'elle a été accompagnée. L'OIC n'est pas seule, même en termes de logistique. Elle est accompagnée pour ce qui est de la conformité et de la qualité. Elle sera accompagnée pour le reste, que ce soit le transport, la distribution ou la commercialisation. Hachi, alors comment quelle lecture faites-vous de cette décision? Beaucoup parlent d'un retour un peu au monopole. Aujourd'hui, l'OIC qui reprend le monopole des importations pour les légumes secs et le riz. Pour les céréales, on a vu aussi que ça a été régulé. Est-ce que cela ne va pas engendrer des conséquences derrière? Ou cela ne risque-t-il pas d'engendrer des conséquences derrière face à cette décision? Oui, c'est la question qui se pose actuellement, d'ailleurs, par les opérateurs qui sont surtout dans le conditionnement et dans la transformation. En termes de légitimation de cette décision, on pourrait, on peut dire qu'on peut la légitimer à partir de cette volonté d'encourager la production nationale, de remonter de cette filière des légumes secs, mais aussi de se constituer quand même en force par rapport à ces marchés dont vous avez parlé au début. Donc les marchés des matières premières maintenant sont des marchés qui sont financiarisés, c'est des marchés volatiles, c'est des marchés qui nécessitent beaucoup de maîtrise, de technicité, et beaucoup de veille informationnelle et même de veille stratégique et de veille financière, c'est-à-dire l'activité de trading, c'est pas une activité facile. Donc effectivement, donc là justement l'OIC il peut justement constituer quand même ou bien il peut c'est-à-dire avoir ces leviers par rapport à ces questions de volatilité des marchés à l'international. On peut rajouter aussi la question géopolitique, parce que c'est des produits de première nécessité. Donc maintenant, justement, les enjeux, ils sont là. Il faut que l'AEC modernise davantage, c'est-à-dire ses structures, ses méthodes, et il faudrait aussi moderniser, que ce soit les capacités de stockage, les silos, mais aussi toutes les CLS qu'on retrouve dans des wilayas, c'est-à-dire les coopératives, aussi, hein. Les coopératives des légumes secs et des céréales. Il faut les moderniser davantage. Il y a quand même des problèmes en termes de stockage, il faut le dire, hein, donc surtout la période, dans certaines périodes. Donc maintenant, c'est-à-dire sur le plan macroéconomique, la décision est à saluer du moment qu'il vise à préserver d'abord le pouvoir d'achat des Algériens. Parce que tout dépend du point de vue où l'on se place. C'est-à-dire pour les consommateurs, s'ils ont des prix stabilisés, moins chers, c'est bon. On lutte contre l'évasion fiscale et on préserve nos réserves de change. Mais pour les industriels... Et justement, c'est ça. Donc, il ne faudrait pas créer une rupture dans la chaîne de valeur de ces industriels qui sont là depuis des années dans la transformation et le conditionnement. C'est vrai, maintenant, ils peuvent déposer leurs commandes, je pense, au niveau de l'OIC. C'est l'OIC qui va leur importer. Mais là aussi, il y a quand même... on va en parler encore. Parce que aussi, même les légumes peuvent rentrer dans la fabrication des intrants de la production agroalimentaire. C'est-à-dire, c'est des inputs aussi, hein. Il y a l'activité de la transformation même de ces légumes secs dans certaines activités. Donc il y a quand même, c'est-à-dire une nouvelle activité qu'il faut développer, qu'il faut moderniser, qu'il faut assouplir. Parce que l'État régulateur, c'est un État qui donne, c'est-à-dire intelligemment, une certaine réglementation, ou bien qui crée des normes, mais sans pour autant être un État opérateur, c'est-à-dire qui lui, directement, qui se constitue comme un acteur économique. Donc l'État régulateur est un État qui produit des normes intelligentes et bien sûr, c'est son droit aussi. Est-ce que justement, au lieu de passer à cette étape, est-ce que c'était une nécessité aujourd'hui d'aller vers cette étape? Est-ce qu'on n'agit pas rapidement, réactivité, c'est-à-dire... Aujourd'hui, vous le disiez, M. Haché, c'est que le rôle de l'État devrait peut-être se limiter à la régulation. Pourquoi ne pas avoir pris d'autres mesures en amont pour réglementer davantage les importations qu'on annonce d'anarchie, hein. Aujourd'hui, même le ministre parle d'importation anarchique et qui a tué notre production locale. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à maîtriser ces opérations d'importation? Nous avons tiré les leçons du passé récent. Nous avons vécu une année très difficile, 2020.
2021, il y a eu aussi les répercussions du Covid. Là, nous parlons de produits de première nécessité de large consommation. Il y a aussi un défi qui s'oppose à tous les pays. Le nôtre n'est pas en marche, c'est la sécurité alimentaire. Et là aussi, l'État a pris pas mal de mesures et de décisions, que ce soit pour l'huile alimentaire, que ce soit pour le sucre, pour le blé dur, pour le blé tendre, et maintenant pour les légumes secs. Il y a une facture qui pèse sur le trésor. Et là, nous sommes dans l'obligation de maîtriser ces dépenses. Est-ce que ça va nous permettre de connaître nos besoins réels à travers cette décision nous les connaissons. Et de pouvoir les réguler après? Oui, nous le connaissons pour pas mal de produits de première nécessité, comme je l'ai dit. Mais là aussi, je dois revenir à cette notion de sécurité alimentaire. L'État régulateur, comme le dit si bien le professeur, doit aussi disposer d'un stock stratégique, d'un stock de sécurité. Eh bien, ce qui a été pris comme décision va dans ce sens aussi. Je l'ai dit, depuis 2020, nous avons appris. Mais est-ce que pour cela, il faut écarter le secteur privé ou le réguler? Non, pas du tout. Parce que c'est ce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, les industriels, on a vu avec les céréales et les légumes secs, on se pose la question s'il y aura d'autres décisions, d'autres produits qui seront touchés par la suite. Est-ce qu'aujourd'hui, cette décision va se prolonger jusqu'à quand? Et est-ce que cela va vous permettre à un terme de connaître nos besoins réels et après de réguler davantage le marché? Madame, ou ça va en rester économie, c'est légitime de prendre des mesures de sauvegarde. Nous avons une production aussi à protéger, à promouvoir. Qui est de l'ordre de combien, la production? La protection nationale, donc l'objectif principal, c'est-à-dire vraiment de cette décision, c'est de protéger la production nationale. Oui. On parle d'importation, on ne parle pas de protection nationale. Pourquoi? Nous avons une production de 800 000, l'année passée, de 800 000 quintaux, surtout basé beaucoup plus sur les lentilles et les pois chiches. Donc, afin de valoriser la production nationale par les industriels et tout, donc pourquoi aller directement vers le marché? Parce qu'elle est insuffisante, elle ne couvre pas nos besoins. C'est-à-dire, on est obligé de passer par l'importation. Oui, voilà. Pour la protéger, il faudrait l'encourager davantage. La fin de 2021, il y a eu l'augmentation des prix au niveau du marché international. Dieu merci, nous avons un stock issu de la production nationale, que nous avons trouvé des difficultés pour écouler ce stock. Donc, c'est le moment pour, c'est-à-dire, protéger la production nationale. Nous avons un programme ambitieux. Donc, actuellement, la production nationale couvre 40%. L'objectif, c'est d'atteindre au moins ou de couvrir 90% de nos besoins à la fin de 2024. On l'a entendu dans la déclaration du ministre qui disait que justement on veut encourager la culture de ces produits-là et d'acheter même un tarif plus élevé au niveau des agriculteurs pour les encourager à aller plus vers cette culture, ce qu'on a fait aussi un peu avec les céréales. Des mesures incitatives ont été prises par le secteur de l'agriculture, notamment l'augmentation de la prime de la collecte, ce qui a encouragé les producteurs à augmenter les surfaces, même sur le plan, c'est-à-dire le progrès technique a été enregistré, il y a une augmentation des rendements. Nous avons mis aussi un dispositif de contractualisation directement entre les CCLS et les producteurs pour assurer la traçabilité de la semence. La semence, c'est une semence issue de la production nationale, on ne dépend pas du marché international, donc ça rentre dans le renforcement de la sécurité alimentaire de notre pays. Donc nous avons 3 opérateurs vraiment spécialisés dans la production de la semence. C'est une semence de qualité, donc on peut atteindre l'autosuffisance. Nous avons, c'est-à-dire vraiment la capacité d'atteindre l'autosuffisance facilement dans ces produits. D'ici, aujourd'hui, l'année passée, nous avons réalisé 85 000 hectares. La campagne en cours, l'objectif, c'est d'atteindre 120 000 hectares. Pour couvrir au moins 90% de nos besoins, il nous faut environ 150 000 hectares. C'est facile d'atteindre ces objectifs. C'est ce que nous espérons aujourd'hui, d'arriver à produire. Et pour le riz ?
pour le riz, sauf le riz, qui demande vraiment des ressources hydriques importantes. Oui. Donc, on ne consomme pas vraiment des grandes quantités par rapport aux autres pays. On va continuer à importer par le biais de... C'est-à-dire qu'avec ces temps de froid, je pense qu'il y a une forte demande sur les produits de légumes secs. On sait qu'ils font partie aujourd'hui de nos traditions et de nos tables. Du pain, des céréales que vraiment le riz. Pour les industriels, nous avons mis en place, à travers l'OAC, un dispositif d'achat pour compte pour les industriels. Il n'y a pas de problème. Nous avons un stock aussi qui couvre largement les besoins. Nous avons un stock qui couvre, c'est-à-dire pour une période d'ici la fin de l'année. Il va y avoir aussi le maçon-battage, dans la campagne maçon-battage, le lancement de la récolte qui vient de renforcer nos stocks. Alors aujourd'hui, le monopole de l'État dans un segment donné, surtout en matière de consommation, a déjà montré ses limites de par le passé. Qu'est-ce qui va changer pour cette fois-ci ? Justement, il ne faut pas y aller vers un monopole total de l'État, parce que c'est vrai, il y a des produits stratégiques comme les céréales, mais il faudrait, c'est-à-dire l'approche doit être vraiment dans le vrai sens de l'État régulateur. L'État régulateur n'est pas un État opérateur. Il n'est même pas un État régalien, c'est-à-dire qui est là pour imposer, qui interdit, etc. Mais qui crée des meilleures conditions, des institutions qui motivent les acteurs économiques, des normes qui influencent les comportements des acteurs économiques, des entreprises, pour pouvoir justement arriver, bien sûr, dans le cadre toujours de l'intérêt général, c'est-à-dire pour... l'État, c'est vrai. Et je suis tout à fait d'accord en termes de sécurité alimentaire. Il y a la sécurité alimentaire, il y a un contexte géopolitique, il y a aussi cette financiarisation des marchés de matières premières. C'est-à-dire, il faut vraiment être, c'est-à-dire de compétences vraiment avérées dans la maîtrise de ces marchés pour pouvoir gagner. C'est des ventes à terme, c'est des marchés non réglementés, donc il faudrait avoir des connaissances en la matière pour pouvoir en profiter aussi des failles du marché international des matières premières. Est-ce qu'en n'éliminant pas un peu la concurrence, on ne risque pas d'avoir des prix plus élevés, ou alors la quantité que l'OAC va demander va permettre de... L'enjeu maintenant de l'OAC, c'est la disponibilité. Comment assurer la disponibilité, assurer aussi la diversité des produits, la variété des produits, parce qu'il y a plusieurs produits. C'est ça, plusieurs calibres, vous en parliez tout à l'heure. Parce que maintenant, on a développé beaucoup un peu ces légumes secs, donc j'ai dit tout à l'heure qu'on les utilise même comme input de la production agroalimentaire. Donc, y compris les fèves d'ailleurs, qu'on utilise dans plusieurs branches maintenant de l'industrie agroalimentaire. Donc, mais fondamentalement, ou bien disons structurellement, le problème il est dans la production. C'est-à-dire si on arrive à produire, et c'est pas quelque chose de très difficile. Je suis tout à fait d'accord. Il faut produire, même si pour certains spécialistes, nos agriculteurs, je ne sais pas, par effet d'incitation ou par préférence individuelle, rationnelle, donc préfèrent beaucoup plus les céréales. Parce qu'on dit que les légumes secs sont vraiment très sensibles aux aléas climatiques. Et puis, on a eu du froid cette fois-ci. Est-ce que ça a touché nos productions justement durant ce mois de janvier? Donc, la question peut se poser. Il y a un impact sur les prix. Par rapport à l'itinéraire technique, par rapport aussi à la mécanisation. Et pour certains, ils disent qu'il y a 30% de pertes dans la récolte, par exemple des lentilles. Donc il y a tout un travail qu'il faudrait, c'est-à-dire développer au niveau de l'agriculture, mais ce n'est pas quelque chose qui est vraiment difficile. J'ai lu un article d'un spécialiste qui parlait c'est-à-dire déjà en 2014, et là c'était l'échéance de 2020 pour arriver à 100%. Mais à condition de fournir un certain nombre de facteurs pour développer... Pour encourager cette culture. Et le but, ça c'est on parle en amont, mais en aval, et il faut professionnaliser le système national de distribution, non seulement des céréales ou bien des légumes secs, mais de tous les produits. Donc il faut y aller vers la professionnalisation, la modernisation, et aller vers des centrales ou bien des centrales d'achat, c'est pour mieux réguler toute cette chaîne, des chaînes de froid, même aussi les silos de stockage stratégiques. Donc c'est tout ça qui va réguler après, parce que c'est les quantités, on va jouer sur les quantités dans les périodes de crise, lorsqu'on a des chocs comme le choc de Covid-19. Donc il faut réguler avec cette capacité de l'État de constituer
une offre importante. Cela peut être compris comme une bonne décision à condition de pouvoir surveiller, contrôler le marché, que le produit interdit à l'import soit disponible et couvre le besoin demandé par la population. Aujourd'hui, on est prêt à l'assurer. Oui, madame, ça a été une décision étudiée. Ce n'est pas tombé du ciel comme ça. Nous sommes tous responsables. En parlant de stockage, il y a aussi des actions qui ont été menées en parallèle. Aujourd'hui, nous avons sérié, nous avons inventorié toutes nos capacités de stockage. Je l'ai dit, la crise sanitaire nous a beaucoup appris. Aujourd'hui, nous disposons de plus de 13 millions de mètres cubes de stockage identifié avec, si vous voulez, une cartographie qui est en voie d'être finalisée entre les différents secteurs, à commencer par l'agriculture, le commerce, le ministère de l'Intérieur. Aujourd'hui, nous avons aussi ce levier qui peut nous permettre d'être réactifs. J'ai parlé de sécurité alimentaire, je peux parler aussi de dépendance alimentaire. Tous ces produits étaient à 100% importés et certains pays, suite à la crise sanitaire, ont interdit l'exportation de certains produits. C'est un passé récent. Là aussi, ça nous a donné matière à réflexion. Aujourd'hui, nous faisons un effort extraordinaire en termes de production d'huile brute. Nous avons 2 complexes qui vont entrer en production d'ici peut-être la fin de l'année et même avant pour un opérateur. Et là aussi, nous allons prendre des mesures pour essayer d'arrêter cette hémorragie d'importer ces matières premières. C'est ça le défi. Ces importateurs, là aussi, on va parler de concurrence. Ils peuvent aussi investir. Il y a une loi, il y a des mesures incitatives. Et là aussi, ils peuvent investir dans ce type d'agriculture. Il y a des terres, il y a un accompagnement. Nos instituts technologiques travaillent aussi pour ça. C'est-à-dire que cette décision, elle a été prise sur la base de toutes ces données. Est-ce qu'on aura, puisque parlait tout à l'heure M. Achir, à des produits variés et diversifiés, ou est-ce qu'on fera appel à un seul fournisseur? Comment ça va se passer? Écoutez, pour l'importation, donc maintenant, vous parlez de l'importation et perturbation du marché et tout. Donc l'OAC ou l'Office a déjà lancé l'opération d'importation. Il a importé, nous avons un stock qui couvre 11 mois. Diversifié ou pas? Oui, bien sûr, c'est selon, bien sûr, la demande des opérateurs. D'accord. Surtout pour le riz, le pois chiche et l'autre, il va y avoir une convention signée. Nous n'avons pas un seul calibre, un seul fournisseur. C'est un dispositif d'achat pour compte. Justement, on va importer le besoin. Si la production nationale couvre 40% actuellement aujourd'hui, donc on va importer les 60% qui restent selon les demandes ou selon la demande des opérateurs et des consommateurs, bien sûr. Vous ne craignez pas qu'il y ait un risque de pénurie suite à cette décision maintenant où le consommateur va peut-être prendre peur, va commencer un peu à aller acheter tout cela et à ce qu'il y ait... on est prêt à répondre à la demande maintenant? Oui, pas du tout, madame. Nous sommes près d'un mois du mois de Ramadan en plus, donc il risque d'y avoir... Oh, si on se réfère au mois de Ramadan et on se réfère au mode de consommation de l'Algérien durant le Ramadan, on ne consomme pas beaucoup de légumes secs, mis à part peut-être les pois chiches. Mais tout le reste, on va beaucoup plus vers les cultures maraîchères, vers les légumes, oui, vers les viandes peut-être, où il nous faut là aussi faire un effort. Oui, en termes de viande. De toute façon, il y a des mesures aussi pour couvrir le besoin. Donc nous avons 146 points de vente directe vers les consommateurs. Donc pour le mois de Ramadan, donc il y a un dispositif pour assurer la disponibilité des produits de large consommation pendant le mois de carême. Donc pour les légumes secs, nous avons le stock nécessaire qui couvre largement le besoin, même pour les opérateurs ou là pour les... C'est dans la peur qu'il y ait une spéculation derrière. On sait très bien comment ça se passe à l'approche du mois de Ramadan, ça s'envole rapidement. S'approvisionner directement de l'OAC, il n'y a pas de problème. Là aujourd'hui, nous avons un outil juridique, la spéculation. Oui. Nous avons toute une loi. 30 ans d'emprisonnement que risquent les spéculateurs. Tout ce qui s'est passé, il y a des brigades mixtes qui sont sur le terrain, sur le qui-vive, il n'y a aucun problème. Là, c'est les mesures qui seront prises pour essayer de réguler, d'endiguer ce type de comportement. Et là, je lance un appel aux véritables professionnels de se comporter en professionnels. Maintenant, pour la population des opérateurs transformateurs,
Pour les légumes secs, il n'y a pas beaucoup de transformation. Nous connaissons, nous avons identifié tous les transformateurs. Ils sont invités à venir discuter, que ce soit avec l'OIC, le ministère de l'Agriculture ou le ministère du Commerce. Nos collègues du ministère de l'Industrie s'attellent aussi à effectuer ce travail. Pour les conditionneurs aussi, l'OIC a été chargé d'effectuer des achats pour compte. Là aussi, on peut discuter, on peut dialoguer, on peut échanger. Il n'y a aucun problème pour ça. Alors, pour le prix, donc... j'allais en venir au prix, justement. Par rapport, si l'OIC va importer, donc l'OIC, on peut maîtriser la marge. L'OIC va prendre une petite marge. Comme ça, même, on va limiter ou éliminer les intermédiaires. Je rappelle que ce n'est pas des produits subventionnés par l'État, donc on les retrouve les intermédiaires. assez ça va cher faciliter sur le le contrôle par le biais du ministère du Commerce, la traçabilité de produits. Donc, on peut maîtriser bien le marché et voilà. Quel est le maillon qui manquait justement avec les industriels privés qui ne permettaient pas de réguler ce marché? Madame, je ne suis pas d'accord pour dire que l'OIC achète plus cher ou achète... Non, on n'est pas revenu sur ça. Non, juste pour revenir à votre question. Là aussi, il ne faut pas oublier que le marché s'est emballé à un moment donné. Il ne faut pas oublier le coût du fret, il ne faut pas oublier les coûts de transport. Oui. Et là, on a eu une courbe ascendante qui a atteint les 157%. Pour certains produits, il y a eu des augmentations qui ont dépassé les 100%. Oui, les chiffres de l'ONS le prouvent. De 2022, ça a augmenté par rapport à 2021 déjà. On parle de rationalisation. Nous n'avons pas le droit d'éroder toute notre réserve de change aussi. Je n'ai pas dit que l'OIC achèterait plus cher. J'ai posé la question. Est-ce qu'elle ne risque pas d'acheter plus cher parce qu'il n'y aura pas de concurrent derrière? Ou est-ce que, vu la quantité qu'elle va commander, va pouvoir un peu juguler, justement faire la balance? C'est ma question. C'est des achats à flux tendu. Là aussi, c'est un office qui est aguerri. Depuis l'indépendance, il a toujours acheté du blé. Les techniques de vente sont presque les mêmes. C'est vrai que le produit est différent. Là aussi, il faut faire... c'est des marchés volatiles qui sont... Oui, c'est des marchés volatiles, je l'ai dit. Depuis 2020, nous connaissons cette volatilité. Et l'instabilité, il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, mais parfois, il y a aussi une situation mondiale. Parfois, il y a des baisses. Mais est-ce qu'elles sont répercutées sur nos prix? Oui, il faut avoir le courage de se poser certaines questions. Est-ce que ces baisses... On ne ressent pas toujours là quand il y a la baisse. Est-ce que ces baisses, avant de prendre ce type de décision, est-ce que ces baisses se sont répercutées sur le prix à consommateur? Voilà. Eh bien, pas du tout. Voilà, c'est ça, on ne ressent pas dans le sens inverse. Ça à travers l'OIC. Si l'OIC va importer, si le produit baisse, le prix baisse sur le marché mondial, l'OIC... Donc on pourra le ressentir au niveau dernier du consommateur. Est-ce que aujourd'hui on peut maîtriser le prix du dernier maillon jusqu'au détaillant ou du commerçant justement? D'abord, c'est-à-dire la meilleure solution, c'est de produire localement les légumes secs. Ça nous permet de créer toute une chaîne. C'est l'idéal, c'est de créer d'abord toute une chaîne de valeur, allant de l'agriculteur jusqu'à la consommation finale, jusqu'à la transformation en industrie, etc. Mais maintenant, maîtriser le maillon, ça prendra aussi du temps, parce qu'il faut mettre les moyens, il faut dire les choses telles qu'elles sont. La logistique n'est pas assez développée en Algérie. Il faut le dire, on n'a pas encore développé la logistique, donc ça nous demande encore des centrales logistiques, ça nous demande aussi de moderniser les CCLS qui sont en train de faire un très bon travail. D'ailleurs, il y a aussi Agrodiv qui a fait un bon travail durant la période de la Covid-19 par rapport à la semoule, aux céréales, etc. Mais qui nécessite encore beaucoup d'efforts dans le marketing, dans la distribution, dans la gestion, c'est-à-dire le management de ces activités publiques, parce que même il y a une certaine, c'est-à-dire il y a un héritage un peu lourd par rapport au secteur public, la bureaucratie aussi, aux anciens Soukouflah, etc. À l'époque, donc on avait cette économie qui est planifiée, centralisée, etc. Donc qui a créé à un certain moment des pénuries parce que l'Algérie a vécu des situations de crise financière, la fin des années 80 et des années 90, mais là, ce n'est pas, c'est-à-dire, ce n'est pas le public qui fait défaut, non. Le public, il doit avoir sa place, mais avec une certaine... Mais peut-il soutenir tout cela longtemps? Parce que c'est bien de vouloir aujourd'hui maîtriser tout cela pour justement que le pouvoir d'achat des Algériens ne soit pas touché, mais peut-il? Oui. Et son rôle aujourd'hui?
Justement, oui, le public, il est de son devoir de protéger le pouvoir d'achat des Algériens. Il est de son devoir de réguler. De ne pas laisser le marché... Et d'assurer la sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire. Et de ne pas laisser justement les spéculateurs jouer avec des produits de première nécessité, de large consommation. Mais il faudrait justement, surtout dans la régulation, l'approche de préférence de mettre toujours les moyens avant et puis c'est-à-dire appliquer la réglementation, appliquer même la coercition, c'est fou, hein, parce que c'est l'État. C'est l'État aussi. Est-ce que ça ne va pas à l'encontre de l'économie de marché? Je posais la question au début de l'émission. Est-ce que ça ne va pas un peu à l'encontre du marché libre et de l'économie de marché aujourd'hui que d'enlever cette concurrence? Pas du tout, madame. Il faut s'adapter à une conjoncture, je l'ai dit, je le redis. Il y a une conjoncture mondiale, il y a une situation d'indécision, si vous voulez. Aujourd'hui, il y a un conflit russo-ukrainien, il y a les répercussions du Covid. Tout ça, il faut prendre en compte pour être réactif et pour prendre les bonnes décisions. Il ne faudrait pas être prospectif plutôt aujourd'hui? Oui, aussi, on parle de promouvoir la production nationale. Si cette production ne verra pas le jour, il faut réviser sa copie. C'est tout. Mais permettez-moi de dire aussi une chose. Vous avez parlé de pouvoir d'achat. Il faut parler du mode de consommation de l'Algérien qui est versatile aussi et qui change. Il faut parler du gaspillage qui a un coût extraordinaire et qui pèse un peu sur le revenu des familles, mais qui pèse aussi sur le trésor public. Aujourd'hui, nous continuons à gaspiller du pain. Derrière le pain, il y a un blé qui a été importé en devise forte. Là aussi, en termes de transformation, si nous restons dans le sujet des légumes secs, quelle est cette force? Qu'est-ce que nous avons comme industrie de transformation? Que ce soit pour les légumes secs, pour les fruits et légumes aussi. Nous consommons frais en Algérie. Et nous sommes obligés aussi de développer cette industrie de transformation. On disait que c'était une nourriture de luxe que nous avions en Algérie, de pouvoir consommer frais, tant mieux pour la santé, pour notre santé. Mais ça a un prix. Mais il y a un juste équilibre à trouver. Il faudrait développer l'industrie derrière. Il ne faut pas oublier que l'Algérie a un défi, c'est de promouvoir ses exportations hors hydrocarbures aussi. Et la transformation de ce type de produit. Absolument, il faut développer l'industrie de transformation derrière. Plus de possibilités et pour pouvoir s'introduire sur plus de marchés. Monsieur Tria. Il y a aussi un autre avantage parce que dans le passé, nous avons trouvé des difficultés pour recenser les stocks disponibles de légumes secs chez les privés. Donc l'importation, elle était libre. Il y avait des spéculateurs. On a trouvé même des opérateurs qui ont un stock vraiment énorme. Donc maintenant, avec cette décision, on peut vraiment maîtriser les stocks. Nous avons recensé. Mais donc il y a un dysfonctionnement derrière aujourd'hui, monsieur Tria. Et suite à l'instruction de monsieur le président de la République, nous travaillons sur ça, sur un programme ambitieux de renforcement des stocks de l'OIC. Surtout pour les céréales, c'est-à-dire des silos à long terme. Il va y avoir aussi des hangars de proximité pour la collecte, des hangars aussi de proximité pour le tournesol. Nous avons un programme aussi pour la protection de tournesol et la collecte aussi des légumes secs. Mais est-ce qu'aujourd'hui, l'État devra à chaque fois réagir dès qu'il y a spéculation sur un produit? Aujourd'hui, on a la poudre de lait, l'huile, les céréales, les légumes secs. Jusqu'où va aller aujourd'hui cette pratique de vouloir réguler et préserver le pouvoir d'achat pour lutter contre les spéculateurs? Est-ce qu'il ne faudrait pas régler la question en amont? La question se réglera en amont. Il y a aussi cette notion à développer, c'est le partenariat public-privé. Absolument. Je reviens vers aujourd'hui, cette activité le privé, ce sera le créateur de richesse de demain. Oui. On est obligé de l'associer en 2021, madame, nous avons aussi pris certaines mesures pour essayer de rationaliser ces importations, mais aussi pour essayer de spécialiser cet acte d'importer à travers aussi une des mesures... Il y a des chiffres, hein, je crois qu'on a baissé à 9000 importateurs. On veut baisser à 9000 importateurs, c'est bien cela? On a atteint le chiffre. De 40 000. 45 000, voilà. Sans ces opérateurs, ils se sont volatilisés. Mais aujourd'hui, l'assainissement
de cette activité a fait qu'il y a une décantation. Il y a plus de spécialistes, il y a plus d'opérateurs responsables, d'opérateurs citoyens, surtout pour ce qui est de l'importation des produits de première nécessité et de large consommation. Donc aujourd'hui, pour terminer, le mot va revenir, M. Hachel, on assure la disponibilité, la diversification des produits pour les légumes secs et le riz. Oui. On rassure le consommateur qui sera le premier touché. On parle d'un pays continent avec 4 saisons, avec un potentiel extraordinaire. On doit parler d'investissement, on doit parler de rationalisation aussi. Oui, c'est le but aussi qui se cache derrière cette décision. Oui, il faudrait aussi de l'efficacité dans l'action publique. L'OAC, c'est pas l'OAC qui en bénéficie de 400 milliards de dinars annuellement, c'est les Algériens, bien entendu. Mais il faut y aller vers, justement, si chaque année 400 milliards de dinars de soutien à l'OAC pour justement assurer un bon marché ces produits à nos concitoyens. Donc ça constituerait toujours un déficit structurel. Donc la stratégie doit être globale, de long terme, et viser justement à y aller vers une production nationale qui va suffire aux besoins de consommation nationale. Et il n'y a pas que la production après, il y a la distribution. Oui. Moderniser le système de distribution en Algérie. Parce que l'inflation en Algérie, il y a une partie de l'inflation importée, c'est vrai, donc c'est tout un marché mondial qui est chamboulé avec Covid-19. Une grande partie. Oui, on peut dire, oui, selon le dernier rapport de la Banque d'Algérie, une grande partie de la proportion de l'inflation importée est très importante. Mais aussi, il y a la distribution qui participe à l'inflation. Le fait qu'on n'a pas vraiment un système national de distribution, un système qui est numérisé, pourquoi pas, toujours. Et le fait qu'on a aussi de l'informel, beaucoup d'informel, donc ça pèse aussi sur le pouvoir d'achat des Algériens, donc ça touche l'inflation et c'est une perte de pouvoir d'achat pour les Algériens. Donc il faut agir à long terme avec des mesures qui vont être, c'est-à-dire interopérables. Il ne faut pas qu'il y ait c'est-à-dire de contradictions parfois dans les mesures. Donc il faut y aller vers une stratégie nationale, globale, cohérente, en amont et en aval, avec des mesures, avec des objectifs mesurés à cibler d'ici quelques années, d'ici 2030. J'ai dit tout à l'heure qu'en 2014, on parlait. En 2020, on peut en finir avec cette crise des légumes secs. Donc, mais on est encore à 30% ou 40% de production nationale. Alors qu'on peut, c'est pas quelque chose qui est difficile à cultiver en Algérie. Donc la finalité, c'est d'arriver à lier les industriels aux producteurs, au fellah national. C'est-à-dire de mettre il y a aussi contrat, le fellah ou le producteur va produire pour le compte des industriels avec les qualités ou le calibre demandé par l'industriel. Et pourquoi aller directement vers l'importation et vu les perturbations sur le marché, il y a des pays exportateurs qui ont mis des barrières et qui vont limiter les importations. Donc on n'a pas le choix. Le choix, c'est de baser sur la production nationale et d'arriver au moins de couvrir à 90%, 80 à 90% de nos besoins. Un dernier mot, rapidement, s'il vous plaît, parce oui, qu'on arrive à la fin de l'émission. Il faudrait même encourager l'agriculture familiale, l'agriculture de montagne. Et, on revient toujours aux entreprises de famille familiales qui peuvent jouer. Dans ma région, à un certain moment, les lentilles, pois chiches étaient la production de toutes les familles pratiquement. Donc il faudrait revenir quand même à ces pratiques d'agriculture familiale, d'agriculture de montagne, pour pouvoir justement diversifier l'offre nationale de ces produits. Monsieur Rollier, un mot pour finir? La moralisation de l'activité commerciale d'abord. Oui. Être rationnel, être raisonnable dans l'acte de consommer, mais aussi dans l'acte de produire, parce qu'il y a des pertes, il y a du gaspillage aussi, et il faut lutter contre ce gaspillage qui pèse un peu sur le trésor public, mais surtout ne pas oublier le défi majeur, c'est la sécurité alimentaire de l'Algérien. Nous consommons, c'est vrai, mais il faut consommer intelligent, il faut consommer raisonnable. Mais il faut aussi un développement économique derrière aussi et développer l'industrie. Je pense que toutes les mesures qui ont été prises depuis 3 ans concourent dans ce sens.
Merci messieurs d'avoir répondu à nos questions et merci d'avoir été présents sur ce plateau. Madame. Merci beaucoup. On va passer à notre deuxième thématique. Je vous le disais tout à l'heure, le déballage des scandales de corruption visant le Maroc se poursuit. Il semble parti pour ne pas s'arrêter de sitôt. Mais avant cela, on va parler du conflit interne où là aussi c'est en ébullition. Je vous propose de revenir sur ces images et on en reparle juste après avec Damis. Des manifestations, des sit-ins et des grèves. Voilà à quoi ressemble le quotidien amer du peuple marocain qui vit sous le seuil de pauvreté, criant haut et fort sa détresse à qui veut l'entendre. Une dégradation du niveau de vie induite, selon les experts en économie, par la politique défaillante du Merzen, à l'origine d'une insoutenable dépendance alimentaire et de la précarité du marché du travail, au moment où près de 80% de la population active travaille dans les secteurs informels et vivote de petits boulots pour se nourrir. فلفل ب 1000 فرانك، كورجيت 360، ماطيشه ب 300، البصله 160، انت فين هاد العذاب؟ واش ذبحونا حنايا وكناكلوا السردين ب 300؟ ها؟ بلاد فلاحيه وكناكلوا بحال هاد العافيه، حشومه كاع، نتوما قتلونا وهنيو روسكم كاع، علاش دايرين هاد العذاب؟ هذه بلاد هاد المرة دابا عندها 70 عام باغا تبيع الميكا في السوق. لا سكنة فين غالينا صاحبي فين؟ هو الغلا صاحبي اللوبيا 600 ريال قرعة 300 ريال ما عطيتها 240 ريال ما نفاش خدام شحال كيربح هذا السيد كاع 100 درهم 3000 اش غدير ليه اللي عنده 5 الوليدات اش بغا يوكلهم واش انا غادي نقول لك حل لي الحدود وخليني نحرق واش انا دري صغير الله يرضي عليك يا ولدي واش انا دري صغير غادي نقول لك حل لي الحدود وخليني نمشي نبني مستقبلي في اوروبا انا راه شارفه انا راه كبيره قاتلنا الجوع قاتلنا الجوع لا مزيين لا معيشه زينه وطحلوا لنا الحدود والله ما نوقفوا بالرب ونبات معكم دقيقه في هذا المغرب عيشوا في هذه الامه اخ النوس وانت واصحابك بارك عليكم عيشوا حنا نخويكم هذه البلاد كاع. Une pauvreté galopante qui caractérise désormais le peuple marocain, conséquence directe du capitalisme de connivence qui s'est installé depuis les années 60 du siècle dernier au Maroc, où les élites locales ont toujours prospéré dans le giron du Merzen, lequel s'appuie sur elle pour asseoir son autorité, ce qui a propagé la corruption et accablé l'économie du pays. On se retrouve sur le plateau. Je vous présente ce soir nos invités que nous avons pour cette deuxième thématique. Kamel Mensari, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes consultant de Canal Alger et aussi directeur de publication au journal Le Jeune Indépendant. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Et on a avec nous par Skype de Belgique, Monsieur Belal Kanti, bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes politologue. Merci donc d'être ce soir parmi nous pour répondre à nos questions. Vous avez vu avec nous ce premier sujet sur le front interne qui reste en ébullition au Maroc. Plusieurs appels à des manifestations sont d'ailleurs lancés pour la semaine prochaine pour dénoncer la cherté de la vie. Aujourd'hui, cela reste une situation très tendue, Monsieur Belal Kanti. Oui, tout à fait. Je pense que la vie sociale et politique au Maroc est rythmée par ces manifestations qui sont répétitives et qui prennent tout prétexte pour éclater ici et là. Le Maroc, comme chacun le sait, est très endetté, une dette extérieure et intérieure galopante, dépassant des niveaux très alarmants. Le secteur social est en ébullition, la démographie n'est pas maîtrisée et tout cela en fait existe sous fond d'une situation politique caractérisée par un régime totalitaire, j'ose le dire, vu les pratiques de Pegasus constatées par les experts et qui visent des milliers de personnes. En tout cas, la rue marocaine, comme je le pense, prend tout prétexte pour sortir et exprimer leur ras-le-bol concernant la situation.
que ce soit contre la normalisation avec l'entité sioniste, que ce soit contre la cherté de la vie, l'augmentation des prix des premières nécessités. Aujourd'hui, par exemple, un produit comme l'essence, c'est pratiquement $2. C'est carrément hors de la portée, y compris de la classe moyenne, n'en parlons pas de la classe pauvre. Et effectivement, c'est une situation très très difficile pour les citoyens marocains. Alors aujourd'hui, Kamel Mensari, on l'a vu, des manifestations répétitives comme vient de le confirmer M. Belal Khanti, répression, pays endetté, secteur social en ébullition. Et on a l'impression qu'il n'y a pas de réponse derrière, ou est-ce que le Makhzen aujourd'hui est occupé ailleurs? On va en parler justement. Mais sur le plan social, cela reste très tendu quand même. Justement, c'est la revendication, c'est ce qui a poussé la CDT, la Confédération démocratique du travail marocaine, à appeler pour le 19 à des marches à travers le pays, à des manifestations et même des piquets de grève et des grèves sur tout le territoire marocain. Certes, la raison pour laquelle cet appel s'est fait est que le syndicat s'est rendu compte, la Confédération s'est rendu compte que le gouvernement marocain s'entête à poursuivre sa même politique sociale et en ignorant les revendications populaires, c'est-à-dire ne pas trouver ce qu'on reproche, ce que le syndicat, la Confédération reproche au gouvernement, de ne pas chercher des solutions qui réduisent la tendance inflationniste, qui réduisent la tension qui pèse sur les citoyens, notamment à tous les niveaux, et en même temps qui mettent en péril le pouvoir d'achat qui se rétrécit davantage chaque fois. Et bien évidemment, c'est que le gouvernement, la Confédération reproche aussi au gouvernement surtout de ne pas trouver un terrain d'entente ou de dialogue avec les syndicats. C'est-à-dire sourde oreille de la part oui, des il fait la sourde oreille. C'est ce qu'on reproche aussi. C'est-à-dire qu'il y a un gouvernement qui continue à ignorer les revendications populaires, qui continue à ne pas trouver de solutions parce qu'il ne les a pas en réalité, parce que pour trouver des solutions, il faut de l'argent. Et en plus de ça, il y a un marché de travail qui s'accentue. Oui. Le chômage au Maroc, il y a presque 1 million. Il y a 2 millions de débouchés chaque année qui sont produits par les universités, qui sortent et qui ne trouvent pas de travail et qui pointent au chômage. Donc toute cette situation exacerbe la tension sociale et fait en sorte à ce que le Maroc reste candidat à ces tensions et à ces manifestations et à ces troubles au niveau social. Donc c'est non seulement ça, quand on parle du côté manifestation et réaction des pans entiers de la société marocaine, notamment face à l'inflation. Le prix du carburant a triplé. Il y a on sait qui détient derrière aussi la maîtrise des prix du carburant, ce qu'on a toujours reproché. Bien évidemment. Donc il y a aussi des oligarques qui sont en train de contrôler le marché du carburant. Il y a aussi des oligarques qui contrôlent... Dans le gouvernement, en plus. Absolument. Oui. Il y a aussi des oligarques qui contrôlent le marché, les banques. Donc ils refusent de fournir des aides ou bien des crédits aux entreprises en difficulté. Donc ça reste tout un scénario, toute une réalité qui pèse sur le citoyen lambda au Maroc, et ça, c'est ce qui accentue un petit peu la rupture entre la rue et les autorités ou le pouvoir au Maroc. Est-ce qu'on peut parler d'une fracture aujourd'hui, M. Belal Khanti, entre la population marocaine et les autorités marocaines? Comme l'expliquait M. Kamel Mensari, il y a cette sourde oreille, il n'y a pas cette écoute derrière que la population attend aujourd'hui. Madame, la fracture, elle est depuis la naissance de ce régime qui a été fondé fondamentalement par Lyautey. Lyautey avait dit une phrase restée célèbre: nous choisissons Youssef parce que c'est une page blanche sur laquelle nous pourrons écrire tout ce que nous voudrions. Youssef étant le grand-père de Hassan II, le père de Mohamed V. Et ce Makhzen-là, dès le départ, il avait montré quelque part son mépris vis-à-vis du peuple marocain, qui, rappelons-le, ce n'est pas un seul peuple, ce sont plusieurs peuples. Vous avez les Rifins qui ne se comprennent pas avec les soucis au sud. Les gens de l'Est sont complètement algériens et s'ils vivent au rythme du rail et de l'accent algérien. Les gens de Kala et de Abda sont une autre population. D'ailleurs, les Sahraouis, quand ils parlent des Marocains, traditionnellement, ils les appellent tous les Chlouh, parce que les voisins immédiats géographiquement des Sahraouis sont les Chlouh. Et ces diverses populations ont été, par la force
unis par la France, et on leur a dit voilà, votre roi désormais est les rois alaouites. Alors l'évolution est extrêmement violente et criminelle, parce que ce qui s'est passé au Rif au lendemain de l'indépendance est horrible. La répression sanglante qui a fait subir à la population Hassan II en 71, 72, 81, 84, 91 ne faisait vraiment que creuser l'écart, la méfiance et la rupture totale entre la population et le régime alaouite. Il y a aujourd'hui aussi ce système inégalitaire dont parlait M. Kamel Mensari, le taux de chômage très important au niveau de la gente féminine des jeunes âgés entre 25 et 44 ans. On parle de 73% de femmes inactives en 2022 et un taux de chômage avoisinant les 61% parmi les jeunes diplômés de niveau supérieur. Il y a un système inégalitaire flagrant. Absolument. L'égalité ne cesse de se creuser. Les plus riches est une poignée de gens qui sont de plus en plus riches, et la population est de plus en plus dans la pauvreté la plus extrême. Et en fait, ceux qui observent la situation économique au Maroc se rendent bien compte qu'en fait, tout Marocain est devenu client du roi du Maroc, car ce dernier possède les banques, possède les assurances, possède les holdings, c'est un oligopole, un monopole total de l'économie marocaine qui finalement ne profite pas à la population marocaine, malgré la propagande qui qualifie le roi du premier investisseur du Maroc, car par la suite tout le monde a vu que son nom apparaît bien dans les Panama Papers et que finalement l'économie marocaine se développe très très mal vu la corruption endémique et l'accaparement des richesses par les sociétés, les grandes sociétés appartenant du roi et évidemment de ceux qui se tournent autour de lui, comme par exemple le plus grand affairiste et qui n'est autre que l'actuel Premier ministre Aziz Akhanouch. Oui, qui est contesté aujourd'hui par la rue. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, on a compris que les autorités marocaines aujourd'hui faisaient la sourde oreille pour le front interne et trop peut-être occupées sur le front externe? On l'a dit qu'il y a eu des scandales qui ont impliqué le Maroc ces derniers mois. Bon, on a eu l'affaire Pegasus, on a eu l'affaire des eurodéputés la plus récente, il y a le journaliste d'une chaîne française également qui a été suspendu et soupçonné de servir la propagande du Mersenne. Cet activisme de l'ombre commence à poser problème aujourd'hui, comme l'a même déclaré un célèbre journal français. Tout à fait. Bien évidemment, le Maroc essaye d'utiliser les questions externes sur le front interne, c'est-à-dire pour justifier sa politique. Juste pour rappeler un petit détail concernant le front social. Le gouvernement Akhanouch avait tenu une réunion le 30 avril 2022 dans laquelle il promettait d'abord la révision des salaires, c'est-à-dire la hausse des salaires, et puis non seulement la liberté syndicale, et en plus de trouver une solution à la hausse des prix. Tout cela a été balayé jusqu'à aujourd'hui, n'a pas été concrétisé. Pourquoi ? Comme vous le dites, et comme nous l'avons tous signalé, c'est que le gouvernement au Maroc, le pouvoir est en train d'être trouver des raccourcis et des alibis pour essayer de justifier, non seulement de faire diversion avec des débats externes, en ciblant l'Algérie d'un côté, en faisant en sorte à ce que, en attaquant des membres de l'Union européenne, mais malheureusement, sa propagande ne lui a pas réussi puisqu'il a été rattrapé par des scandales que nous connaissons, notamment celui, ce qui a baptisé Maroc Gate, où la justice aujourd'hui en Belgique, elle a récemment, enfin il y a les dernières 48 heures, elle a lancé des mandats d'arrêt contre des personnes, d'autres des eurodéputés qui étaient impliqués dans des affaires de corruption. Et contre plusieurs responsables marocains également. Oui, le directeur, Mansouri, le directeur des services de renseignement. Ce qui renseigne que le travail qui a été fait, toute l'opération, le processus d'infiltration de l'Union européenne et de l'utilisation de la corruption et le rachat des consciences
par Mansouri et ses équipes et ses éléments éparpillés au sein de l'Union européenne et au sein du Parlement était justement de faire en sorte à ce que l'Union européenne ou plutôt des membres des eurodéputés deviennent à la solde du Maroc. Et c'est une nouvelle. Jamais nous avons été on a fait face à un scandale aussi grave qui était en réalité cela remet en cause toute pour le Maroc, qui a toujours essayé de prôner qu'il était innocent, qu'il était la cible de campagne de complot, son ennemi entre guillemets l'Algérie. Voilà. Donc imaginez cette stratégie qui s'écroule aujourd'hui et qui est rattrapée. Ça remet en cause toutes les résolutions prises dans leur faveur par le Parlement européen. Tout à fait. C'est pour ça que nous l'avons déjà évoqué, cette question de remise en cause de ces résolutions et de les revoir. Dans quelles circonstances elles ont été prises, qui a été derrière ces résolutions et à qui elles ont profité, parce que l'Union européenne, en dépit du fait que ça reste une ossature qui représentait, régie par des lois, le Parlement, qui est un contre-pouvoir et qui devait lui-même contrôler l'Union européenne, devient lui-même un appareil ou bien une assise favorable à la corruption, et non seulement d'un seul pays, mais de plusieurs pays, d'Italie, de Belgique et de Grèce. Donc on a une composante variée, donc surtout que le Maroc a travaillé avec plusieurs pays à travers l'ONG Fight Impunity. C'est drôle, donc c'est un petit peu risible de voir que les députés qui sont à la tête d'une telle organisation, ONGO, spécialisée dans la lutte contre l'impunité, deviennent elles-mêmes sujets à la corruption. Et c'est voilà un petit peu la morale européenne qui est véhiculée par l'Union européenne ou bien par les parlementaires européens qui se donnent des leçons à des États en matière de lutte contre la corruption et en matière de liberté, deviennent eux-mêmes les chantres de la corruption, c'est-à-dire aussi ce ne sont pas les serviles agents d'un État étranger qui n'est même pas dans l'Union européenne, ça aurait été compris, c'est ça, mais qu'ils deviennent les serviles agents agissant au profit du Maroc. Là, ça montre un petit peu l'étendue de ce malaise qui est sur le plan moral et sur le plan éthique auquel fait face les députés. Même ceux qui sont intègres au sein du Parlement européen sont aujourd'hui sujets à suspicion. Oui, donc, ils ont été entachés par cette affaire. Du moment que des vice-présidents, la vice-présidente Makaylak, c'est au plus haut niveau aujourd'hui. Oui, la vice-présidente du Parlement est une corrompue. Donc, si les autres, demain, n'importe qui s'attaque à n'importe quel État comme l'Algérie, est sujet à suspicion. Donc, il n'y a plus cette crédibilité et ce regard d'un député indépendant qui est là pour défendre les intérêts de son parti, puisque le Parlement européen est hétérogène, il rassemble toutes les tendances politiques. Maintenant, on sait pertinemment que ces gens-là sont des cibles ou ils sont passibles de devenir des corrompus, potentiellement aujourd'hui ou demain, mais ça, ce n'est que peut-être la fâche cassée de l'iceberg. C'est-à-dire que les langues commencent à se délier, justement. Monsieur Belakranti, le Parlement européen a adopté justement à une large majorité une résolution sur les atteintes aux droits de l'homme, à la liberté de la presse, alors que le Maroc a été longtemps protégé, donc on sait pourquoi maintenant. Pendant plusieurs années, aucune résolution contraignante n'a été imposée contre lui. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la parole a fini par se libérer et que le Marzen perd un peu ses appuis ? Oui, il y avait une autre résolution avant celle-ci concernant les migrations illégales, ce lâchage criminel qu'a commis le Marzen en lançant des mineurs trompés par les autorités marocaines et qui avait fait un grand émoi au sein de l'Espagne et qui a considéré cela comme une invasion, parce qu'ils ont été vraiment surpris par la quantité de mineurs qui ont été poussés par les autorités marocaines vers le territoire espagnol. Et en son temps, le Parlement européen a condamné la pratique marocaine. Vient ensuite cette résolution toute récente à laquelle vous faites référence sur les violations des droits de la presse et d'expression au Maroc, et concernant notamment
notamment les journalistes Omar Radi, Ressouni et Maître Mohamed Ziane. Et par ailleurs, la même résolution fait référence également à cette ingérence du régime marocain dans les affaires internes des États de l'Union. Effectivement, ce sont des résolutions qui quand même marque une rupture avec une certaine période où le Maroc semblait être l'enfant chéri de cette Union européenne, intouchable, si bien que le Maroc, le régime marocain, je fais le distinguo entre le peuple marocain et le Maroc en tant que tel, et ce régime qui n'a pas de limite, et donc se sentait au-dessus de toute loi. Et effectivement, ces pratiques sont tout à fait condamnables. Ce qui vient d'être commis par le Maroc et révélé par la justice belge est tout à fait condamnable et conduit de plus en plus vers une relation tumultueuse et complexe entre les deux ensembles. On ne sait pas de quoi demain sera fait, mais le mandat d'arrêt que la justice belge avait demandé à la justice française semble aller dans cette direction, c'est-à-dire entre une crise non seulement entre l'Union européenne et le Maroc, mais entre le Maroc et un certain nombre de pays sur le plan bilatéral, notamment la France. Vous avez vu effectivement les révélations du Georges Malbruno sur son Twitter, faisant référence à un diplomate, qui disait que probablement, selon ce diplomate, les autorités françaises seraient dans l'embarras de devoir arrêter de responsables marocains sécuritaires parce que justement la justice belge leur demande de le faire. Et en fait, l'ombre de ces affaires plane également sur une évolution souhaitée par le Maroc et par la France, ce qui retarde la visite d'Emmanuel Macron, la complique davantage. Et on voit là un jeu entre les deux pays. Aussi, hein. Oui, tout à fait, oui. Juste après la résolution. Alors justement, ce retentissant scandale qui a secoué le Parlement européen a démontré que le Marzane utilisait des méthodes immorales, illégales, pour justifier le pillage des richesses naturelles au Sahara occidental ou pour influencer les décisions en matière des droits de l'homme, particulièrement dans les territoires sahraouis occupés. Aujourd'hui, on a compris que tout risquait d'être remis en cause. Mais est-ce que justement, il perd ses appuis derrière et que la parole se libère enfin sur ces pratiques douteuses? Pour de nombreux observateurs et pour de nombreux hommes politiques, fricoter avec le Maroc d'aujourd'hui, ça devient très dangereux et devient de plus en plus matière à soulever des questions. Donc c'est presque un État pestiféré. Le seul État qui a vraiment un engagement direct et à fond avec le Maroc, c'est bien Israël. Donc un État aussi voyeux que le Maroc. Mais quand on voit ce que le Maroc a utilisé comme moyen énorme pour soudoyer des députés, on a trouvé des sommes faramineuses, 1,5 million d'euros chez députés Tarabella. Donc vous imaginez l'argent que le Maroc déverse pour soudoyer et corrompre des députés au lieu de les dépenser pour sa population. Donc il y a un effet pervers y compris envers la population marocaine. Donc on a de l'argent pour soudoyer des députés, mais on n'a pas d'argent pour répondre aux besoins des entreprises qui sont en difficulté. Risquent encore d'envenimer la situation sur le front interne. Non seulement nous sommes au début de l'enquête, certes il y a des gens qui sont été ciblés, donc on a 5 noms aujourd'hui, plus le directeur du renseignement marocain et les éléments qui se trouvent en France. C'est pour ça que le parquet de Bruxelles a demandé à la France de lui livrer une liste de personnes qui sont accusés d'avoir joué soit d'intermédiaires ou d'avoir eux-mêmes participé directement à l'opération de corruption des députés. Donc, et en plus, l'enquête est certes un état préliminaire. Il y a des arrestations. Il y a des appels à l'extradition, probablement des éléments qui se trouvent en France. Et la France est obligée de Justement, le Marzane comptait toujours sur son appui qui était la France. Et on l'a vu juste après l'adoption de la résolution, l'ambassadeur au Maroc a été rappelé immédiatement. Tout à fait. Non, mais la justice est libre
Europe, c'est-à-dire y compris en France. Les États ou bien les hommes politiques n'ont pas de poids sur la justice en Europe. C'est impossible. Donc la justice est indépendante, elle va faire son travail, elle fait pression. Et en plus aussi, qu'elle soit à Bruxelles ou qu'elle soit à Paris, donc la justice, lorsqu'elle cible une personne avec des preuves avérées, il y a matière à ce qu'il soit remis ou bien poursuivi par la justice du pays dans lequel il se trouve. Lorsque Panzeri a été remis aux autorités belges, donc les Italiens n'ont pas hésité, donc les Grecs non plus. Donc ils doivent le remettre, ces personnes-là qui sont recherchées et qui se trouvent sur le territoire français vont être remises à la justice belge. Bien évidemment, donc c'est une action européenne et non pas une action d'un État. Il faut bien comprendre, parce que les enquêtes ont touché 5 pays qui ont participé aux enquêtes. Ce n'est pas juste la Belgique, mais 5 pays ont participé aux enquêtes et ce sont eux-mêmes qui ont justement ficelé le dossier, l'ont façonné, ils l'ont remis à la justice belge parce que c'est là où se trouve le siège de l'Union européenne. C'est ce qui nous renseigne aussi sur le fait que le Maroc maintenant est démasqué, donc il est dans une situation, il ne peut pas se défendre, il ne peut pas dire qu'il s'agit d'un complot ou bien d'une propagande ou de mensonges. Bien évidemment, les preuves existent et les personnes ont avoué, il y a des aveux qui ont été obtenus des personnes incriminées dans la corruption et qui ont bien cité les personnes avec lesquelles ils avaient traité, qui ont servi d'intermédiaires ou c'est-à-dire que les anciens canaux mis en place par le Marzen sont en train de tomber. Oui, de ces filochés, comme des châteaux de cartes. Il n'y a pas que seulement, attention, il ne faut pas croire qu'il s'agit simplement qu'en Europe, les réseaux se trouvent aussi en Afrique. Il y a beaucoup de sources ou bien de personnes qui travaillent, y compris au sein de l'Union européenne, en faveur du Maroc. Mais ça va être révélé avec le temps. Pour le moment, la justice a été très, très, très rapide en Belgique, en Europe, pour justement faire tomber les gens qui sont coupables de corruption. Et en même temps, c'est que ces personnes-là, c'est une machine judiciaire à fonctionner, c'est-à-dire elle est en marche, donc on ne peut plus faire machine arrière. Et le Maroc doit répondre de ces actes, puisqu'il implique un responsable de haut niveau, qui est le directeur des renseignements marocains. Et on va voir que d'autres révélations risquent de venir dans les semaines encore à venir, puisqu'il y a eu cette enquête sur le logiciel du Pegasus et notamment sur les eurodéputés. Quand vous arrêtez des personnes, ils vont certainement eux aussi faire des aveux et démontrer comment ça s'est produit. Et la liste va s'allonger, évidemment. Alors, la chercheuse marocaine Ehsen El Omri avait affirmé que la corruption au Maroc est une pratique répandue depuis plusieurs années, devenue au fil du temps une idéologie collective. Alors, jusqu'où est prêt à aller le Marzen, monsieur Bilal Kanti? On n'est plus dans du lobbying aujourd'hui, cela relève carrément de la criminalité, ce qui se passe. Non, pas du tout. Le lobbying, d'ailleurs, est une activité tout à fait légale auprès des institutions européennes. Ce qui n'est pas légal et condamnable pénalement, c'est la corruption des eurodéputés. Et on est en face, effectivement, dans ce cas de corruption vis-à-vis de ces eurodéputés. Et d'ailleurs, Antonio Panzeri a conclu un accord avec la justice belge pour dire ce qu'il sait. Ce qui a probablement conduit à l'arrestation toute récente d'Andrea Cozzolino et de Marc Tarabella, 2 eurodéputés italiens et belges. Donc les révélations vont s'enchaîner au fil des jours et probablement conduiront à l'arrestation d'autres eurodéputés. J'ai à l'esprit des eurodéputés qui ne le sont plus, mais à l'époque qui agissaient d'une façon extrêmement bizarre et tout à fait condamnable. Je pense par exemple à Patricia Lalande, une eurodéputée française qui avait pondu un rapport complètement biaisé et complètement partial pour quelque part donner une couverture morale à la Commission européenne et au Conseil pour
contourner l'arrêt de justice européenne et faire extension aux accords avec le Maroc sur le Sahara occidental. Il y a aussi d'autres eurodéputés qui s'activaient sans gêne et d'une façon très ouverte en faveur du régime marocain, dont l'un d'entre eux se présentait carrément tout le temps dans les couloirs du Parlement européen en se disant être l'envoyé particulier du roi Mohamed VI. Et tout ce lobbying visait particulièrement à enterrer la cause sahraoui. Chris Coleman l'avait révélé clairement. Les Marocains, les diplomates marocains exprimaient à leurs supérieurs, Yassine Mansouri en l'occurrence, leur crainte vis-à-vis de la question sahraoui et sa présence au sein des institutions européennes. Ils avaient peur du rapport sur les droits de l'homme de l'eurodéputé britannique Charles Tannock. Ils avaient peur de ceci, de cela. Et dans leur correspondance, il apparaissait clairement depuis longtemps. Est-ce que la peur a changé de camp aujourd'hui ? Le nom d'Antonio Panzeri, par exemple. Pardon ? Est-ce que la peur a changé de camp aujourd'hui ? Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, franchement, le régime marocain franchement vit une crise totale. J'en veux pour témoin cette volonté de vouloir mobiliser la population marocaine autour du thème « Votre pays est encerclé, votre pays encourt les risques les plus graves ». Et fort heureusement qu'au lieu d'une mobilisation sur ce thème, on voit que la population marocaine se prépare pour plutôt se mobiliser et manifester contre la vie misérable dans laquelle elle vit. Et oui. Je pense que la population marocaine ne tombera pas dans ce piège de mobilisation autour de la patrie est en danger. Merci. Alors justement, je le disais que... il le disait à l'instant, peut-être que la peur a changé de camp. On l'a vu, la commission du Parlement européen chargée de l'enquête sur le logiciel Pegasus a réalisé le 9 février dernier une série d'auditions sur le sujet, alors qu'il y a eu un silence quand même entourant cette question après les premières révélations. Aujourd'hui, on les remet sur la table, et en particulier donc, sur son utilisation par le Maroc. Donc il faudra s'attendre à d'autres éclaboussures, d'autres scandales qui vont encore... pointer du doigt les autorités marocaines. Déjà, avec le scandale Pegasus et la question des pots de vin au sein du Parlement européen sont déjà deux immenses scandales. Donc, qui ont créé aussi une méfiance des chefs au plus haut sommet d'État par les pays. Lorsqu'on arrive, il y a plus de 100 000 personnes qui ont été ciblées par le Maroc, de toutes les strates, de toutes les responsabilités. Même le président Macron a été ciblé. Donc vous imaginez un petit peu l'ampleur du scandale et l'ampleur de l'opération. C'est-à-dire que le Maroc s'est accordé une certaine impunité d'agir même contre les chefs d'État qui ont une sorte d'impunité. Donc on ne peut pas aller au-delà d'une certaine limite, mais pour chez les Marocains, l'éthique et l'éthique ou bien la morale n'existent pas dans ce genre de domaine. C'est justement pourquoi, pour arriver à soudoyer, à faire du chantage aux responsables, que ça a été le cas pour le Premier ministre espagnol. C'est ainsi que fonctionne le Maroc. On sait aujourd'hui que le revirement espagnol est dû au fait que ce monsieur ainsi que sa femme, son épouse, ont été les cibles d'une campagne de dénigrement d'abord et puis de chantage qui a conduit à la position qui était vraiment un choc pour l'Algérie, un choc y compris pour la classe politique espagnole. Et on voit aujourd'hui dans un article publié par l'Independiente qui affirme que la position espagnole à l'égard du Sahara a été une faillite, a été une erreur monumentale. Et voilà ce que ça a coûté avec les relations, perdre les relations. Voilà. L'impact n'a pas été suffisamment mesuré. Mettre en péril ces relations avec l'Algérie et d'autres voisins, ça a été vraiment. Et là, le journal est revenu sur l'histoire de Pegasus. Donc, le dégât était énorme. Les Marocains n'ont lâché personne. Donc, tous ceux qui sont entrés. Et parce qu'il fallait, bien évidemment, il faut rappeler que dans la question de Pegasus, il faut des complicités de haut niveau. Ce n'est pas un programme qu'on met ou des liens qu'on met dans des téléphones, mais on a atterri, on est arrivé. C'était ciblé.
Non, on est arrivé à atteindre les IMS, qui sont les numéros d'identification des puces, qui ne sont pas accessibles au commun des mortels. Il faut vraiment être à l'intérieur de la base des données des providers ou des sociétés de téléphonie mobile. Il ne faut pas oublier que Maroc Télécom, elle a des actions dans plusieurs opérateurs au Tchad, au Niger et en Afrique. Donc l'accès à ces données est facile puisqu'il a les clés, il a le moyen de le faire. C'est pour ça qu'on arrive. Ce n'est pas pour les gens croient qu'il s'agit d'un lien qui a été ouvert par l'utilisateur de téléphone. Non, on est arrivé jusqu'à la puce. Donc c'est plus grave encore. Donc la liberté individuelle a été violée. Elle a été violée. Plus la complicité des entreprises. On a eu un cas en Algérie. Donc on a eu un cas en Algérie qui était vraiment énorme, qui a conduit à son départ d'Algérie. Donc un responsable au sein d'un grand groupe de téléphonie mobile en Algérie qui a été chassé, qui a été renvoyé à cause de cette... Parce que l'Algérie a découvert qu'il y a une complicité avérée avec les Marocains. Donc on est toujours que le Maroc arrive à aboutir sur deux fronts, celui de la téléphonie mobile et l'espionnage par les moyens électroniques et par la corruption par les moyens qui sont très classiques, qui sont les pots de vin. Donc pour arriver à quoi? Pour faire taire toutes les voix sur le plan intérieur, pour qu'il n'y ait pas de résolution contre le Maroc s'agissant des libertés sur le Sahara occidental, parce qu'il faut rappeler les décisions prises par la Cour européenne de justice contre le Maroc en matière de pêche. Donc il y a ce volet-là qui a été vraiment posé avec acuité par le Front du Polisario et ses avocats, la question de l'agriculture, les produits sahraouis qui sont vendus au marché européen sous le label marocain, ce qui a poussé les syndicats des paysans en France à agir, à saisir la justice pour demander à ce que ces produits-là ne rentrent pas en France parce qu'ils sont des produits produits de manière illégale et qui sont vendus vraiment à des prix qui mettent en péril toute l'industrie agricole et agroalimentaire en France. Donc le Maroc ne menace pas simplement le Sahraoui, menace même la sécurité économique et alimentaire des pays européens. Donc la complicité, elle est arrivée jusqu'à être à pousser certains députés à être anti leur peuple, contre leur pays. Ce sont des agissements non pas en faveur du Maroc, ils sont en faveur du Maroc, mais à l'encontre de la souveraineté de leur pays et des intérêts de leur pays. Lorsque vous votez des résolutions qui permettent à des produits tirés au Sahara occidental par des moyens illégaux et les acheminer en Europe, qu'ils soient vendus des marchés qui mettent en péril les paysans européens, vous êtes plus qu'un traître. Donc vous êtes dans une sorte de folie furieuse. L'argent ne peut pas vous aveugler à ce point. Donc il y a matière à ce que l'Union européenne, que ce soit en tant qu'institution, revoie sa stratégie avec le Maroc ou bien sa relation. Mais justement, aujourd'hui, les autorités marocaines, ce qui leur permettent aussi de mettre la pression sur l'Europe, peut-être c'est parce qu'il a en main plusieurs leviers, celui de l'immigration et du cannabis aujourd'hui qui menace l'Europe. Est-ce que c'est ça aussi qui fait que sa pression, qui puisse mettre la pression sur les pays européens, M. Belal Kanté? Il fait pression sur les pays européens, pratique le chantage parce qu'il pense être au-dessus de l'impunité, parce qu'il pense être l'enfant chéri de cet ensemble de pays, parce que tout simplement il joue un rôle, c'est un régime proxy, il est là pour déstabiliser la région, il est là pour occuper le Sahara occidental, il est là pour menacer ses voisins et il est là pour jouer un rôle effectivement pour les intérêts d'autres nations qui ne sont pas forcément qui sont tout à fait en contradiction avec les intérêts des peuples de la région. Et pour un petit peu rebondir sur ce que disait votre invité, en fait, le Sahara occidental constitue la vache à lait de ce régime parce que rien que pour les phosphates et la pêche et l'agriculture, ce sont plusieurs milliards de dollars. On sait parfaitement les diverses opérations de lobbying que pratique l'OCP. C'est donc l'argent des Sahraouis, des phosphates sahraouis. On sait les pratiques de corruption d'où ils viennent.
tout ça est connu et su. Nous, les Sahraouis, en tout cas, on lutte pour révéler la face cachée de ce régime, en fait, qui n'est pas caché, qui est connu. Mais nous voudrions mettre ceux qui le soutiennent devant leurs propres responsabilités, à la fois morales et juridiques. On ne peut pas, d'une part, chanter la primauté du droit sur la force, et de l'autre côté, on fait prévaloir la force sur le droit. Ce n'est pas possible. Vous croyez au-dessus des lois aujourd'hui, il se pensait protégé. Il nous reste 3 minutes pour clore cette émission. On va parler aussi des médias. L'affaire visant un présentateur de la chaîne française d'information continue mis en cause pour des sujets ayant subi une influence extérieure au profit notamment du Maroc. Il y a une vaste entreprise de désinformation pilotée encore une fois là par une officine sioniste. C'est ce qu'a révélé une enquête d'un consortium international de 100 journalistes. On voit encore là l'ampleur et l'implication du Mersenne dans la propagande, encore une fois. Tout à fait. Donc, ce qui a été révélé par le consortium de journalistes qui est expérimenté en matière de c'est pas sa première. Bon, Pegasus est venu justement de ce groupe. Donc, qu'est-ce qu'il y a eu lieu de constater que finalement, BFM TV, par exemple, si le journaliste a usé du fait que le Sahel occidental appartient au Maroc, c'est un territoire marocain, lorsqu'il y a eu le forum de Dakhla. Avec l'Espagne, en parlant des relations. C'est là où on démontre que, issu dans une chaîne pro-israélienne, il se croyait avoir la liberté de pouvoir lancer ce genre de message sans être inquiété. Alors qu'il n'avait pas l'aval de sa hiérarchie. Absolument. Donc, parce qu'il y a une pression, parce qu'il y a aussi des collègues au sein de BFM TV qui sont contre cette posture, contre des postures qui n'est pas professionnelle. Donc, la neutralité de la chaîne a été remise en cause. Donc, elle a été biaisée. Toute l'éthique sur laquelle est basé le contenu rédactionnel a été aussi mis en péril par une telle déclaration. Donc la crédibilité, c'est vrai que BFM TV est pro-israélienne, elle est pro-milieu des affaires, mais en même temps, elle ne pouvait pas aller au-delà de sa ligne éditoriale qui reste à la rigueur disons-le, neutre en matière de Sahel occidental. Ceci dit, ce n'est pas, on condamne pas, la chaîne ne condamne pas le fait qu'ils reconnaissent le Sahel occidental en Dakhla en tant que territoire, mais le fait d'avoir pris l'initiative, c'est ce qu'a n'a pas expliqué Marc-Olivier Fogiel, le directeur de la chaîne. C'est le fait qu'il a pris l'initiative sans l'avis de la hiérarchie, et non pas le fait qu'il avait fait déclarer que le Dakhla est un territoire marocain. Mais cela dévoile encore une fois donc jusqu'où peut aller aujourd'hui le Mersenne pour justifier toutes ces pratiques illégales dans le Sahara occidental. Le dernier mot de fin justement sur cette affaire avec vous, Monsieur Belalkanti, en quelques secondes, s'il vous plaît. En quelques secondes, je pense et à propos du dernier volet qui est la propagande, lorsque l'on commet des méfaits et des crimes, on a besoin de les camoufler par de la propagande. C'est exactement ce que fait le Maroc. D'un côté, il commet des crimes abominables et de l'autre côté, il essaie de camoufler ces crimes par le biais de la propagande. Et il suffit de lire Chris Coleman pour savoir comment ils agissent dans ce domaine-là. Très bien, merci. Merci à vous d'avoir participé à ce débat. Merci, messieurs. Merci à vous, monsieur Belalkanti, qui était en direct avec nous depuis la Belgique. Merci à vous, monsieur Kamel Mounsali, d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Très bonne fin de soirée sur Canal Algérie. Je vous dis à mercredi prochain. Au revoir.